Salut à toutes et à tous, merci de regarder ce nouvel épisode de L'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard, à la dernière de l'année. Qui dit fin de l'année dit également campagne de fin d'année, la mère des batailles pour le média, car c'est cette campagne qui nous permettra de continuer ce programme et de nous développer. Alors, L'œil de Moumou, c'est diffusé sur la chaîne YouTube du média, sur notre site lemediatv.fr et désormais sur le canal 165 de la Freebox, mais également sur Molotov. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Allez, on est parti pour le préambule. Oui, qui précède toujours les tops et les flops. Je voulais parler de quelque chose qui est passé un peu sous les radars, sous l'œil des radars, qui est un tableau à la gloire d'Emmanuel Macron au moment de l'inauguration, ou de la réouverture plutôt, de Notre-Dame, Pinot, Printemps Redoute et ainsi de suite, LVMH. Ave Macron. Yes. Et vive le libéralisme triomphant. Eh bien, je l'ai croisé sur les réseaux sociaux et je voulais vous le partager. Je vous laisse regarder. Brigitte, c'est sublime. Alors, montrez ça, c'est... Il a vraiment bien interprété, hein, franchement. Alors, en faisant cette peinture, en fait, j'ai voulu mettre deux symboles qui se rencontrent. L'un qui est fait de pierre et d'histoire, témoin des siècles, et l'autre, vous, Monsieur le Président, qui est fait de chair et de volonté, qui est le bâtisseur de notre futur. Ah, la continuité est magnifique. Oui, c'était vraiment le but, en fait. C'est superbe. Alors, si vous regardez bien, là, vous verrez que le V de la victoire, vos deux doigts, là, ils sont pile intercalés avec les deux tours de Notre-Dame. Oui, vous avez mis en quinconce, en fait. Exactement, c'est ça, ouais. Ouais, c'est sublime. En fait, j'ai voulu illustrer un parallèle un peu audacieux. C'est d'un côté Notre-Dame qui s'élève, téméraire, défiant le temps, les flammes, et de l'autre côté, vous qui portez la France, debout face aux défis de notre époque, en fait. Exactement. En fait, ma démarche, c'était d'exalter ce que vous partagez avec ce joyau de l'art gothique, en fait. Oui. Une posture de résilience, de grandeur. Exactement. Pour moi, au travers de cette peinture, vous êtes à l'image de ce monument. Complexe, emblématique, mais profondément ancré dans l'histoire de la France. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, j'espère que cette œuvre, elle pourra témoigner de ce dialogue entre le passé et le présent. Voilà. Un grand merci, en tout cas. Vous pouvez être très fiers. Pourquoi je vous diffuse cet extrait de cette vidéo? Parce que je vous avais parlé il y a quelques semaines, je crois, du problème que va nous poser l'intelligence artificielle, à savoir qu'il va falloir détailler, il va falloir aller fouiller de plus en plus pour savoir si ce sont de vraies images ou de fausses images. Là, c'est totalement bidonné, c'est totalement fabriqué à dessein. Par contre, je le précise, à savoir que les auteurs, donc vous le voyez en haut à droite, ils ont signé cette vidéo, les auteurs veulent inciter les gens à vérifier la source de l'information et je trouve que c'est un travail plutôt pédagogique. Malheureusement, quand on le balance effectivement comme ça, même en plaisantant, on se rend compte que beaucoup de gens, y compris éclairés, se laissent prendre au piège et que comme ça répond à quelque chose qu'on a envie de voir, d'entendre, à savoir la mégalomanie de Macron, on a tendance à y croire. Donc vraiment, faites attention, c'est un piège qu'il faut pouvoir éviter. Et c'est parti pour les tops. Tu commences par Chaka Ponk. Oui, Chaka Ponk. Alors, je trouve que il est passé donc chez Nagui et il s'est exprimé sur le vote RN des jeunes, qui est une vraie question, hein, un vrai problème, je dirais même. D'autant que eux sont suivis par ces jeunes qui, au fil des décennies, se sont mis à voter, alors FN au départ, et puis RN aujourd'hui, et de manière quasi majoritaire. Et donc, il va poser la question sur le plateau de Nagui, avec des réactions un peu surprenantes, notamment de Zazie, dont je n'ai pas compris si elle le raillait ou si elle était d'accord avec son propos, mais en tout cas, il a rappelé que oui, toujours, de tout temps, au moins au XXe siècle, les artistes, les écrivains ont pris position, ont pris fait et cause pour, notamment, au moment de l'affaire Dreyfus, de la montée du fascisme en France. Je pense évidemment à l'association des artistes et écrivains antifascistes, André Gide, André Breton, Romain Roland et d'autres. Je trouve que c'est plutôt salutaire d'avoir ce genre de discours et d'appeler à la raison et surtout à la prévention plutôt qu'à la réparation. Je vous laisse. Continue avec Benjamin Duhamel qui est souvent dans la rubrique des flops, mais que tu déplaces dans la rubrique des tops. D'ailleurs, est-ce que c'est vrai qu'il est souvent dans la rubrique des flops Non, il a été à plusieurs reprises dans la rubrique des tops parce qu'il a
il a fait le job parfois sur des pas parfois, c'est pas gentil de dire ça, mais il a Tu l'as dit. Je l'ai dit. On coupera au montage. Non, bien sûr que non. Non, il lui arrive de faire le job. Ah mince, je replante. Non, il a été plusieurs fois dans les tops. Il va se retrouver face à Julien Audoul. On peut encore se poser la question pourquoi on continue à inviter ce garçon, donc, qui est un élu Rassemblement National. C'est lui qui avait fait pleurer un gamin de honte pour sa mère au conseil régional où il était à l'époque élu. Et là, il va s'en prendre à Manon Aubry dans des termes sexistes à un point tel que, du coup, Benjamin Duhamel va devoir intervenir. Et je le dis très sincèrement, de manière ferme et sans appel. Je vous laisse écouter, on en reparle juste après. Franchement, moi, j'en peux plus de ces disques rayés qui véhiculent. Monsieur Audoul, vous savez quoi? J'en ai marre maintenant que vous ne me laissiez pas finir mes phrases. On distingue les gens. Monsieur Audoul, ça suffit en fait. Mais calmez-vous, mais détendez-vous. Non. Alors là, vous dites des énormités. Monsieur Duhamel, je prends mon micro. Vous dites des énormités, madame. Attendez. Prenez un verre d'eau froide et calmez-vous. Non. Alors, attendez. Non, stop. Non, Julien Audoul. Attendez, Sandrine Rousseau. Là, on va mettre les choses extrêmement au clair. Julien Audoul, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça à des débattrices. On ne dit pas prenez un verre d'eau et calmez-vous. Madame Aubry, ce sont des choses qui sont inacceptables dans un débat. Non, excusez-moi, Julien Audoul. Monsieur Duhamel. Depuis le début, j'essaye. Attendez. Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, vous avez pas Julien Audoul. Je n'ai pas. Julien Audoul, Je n'ai pas insulté Madame Aubry. Julien Audoul. Je lui dis de se calmer. Non. Et qu'elle dit des énormités. Des mensonges, c'est tout. Julien Audoul. Oui, monsieur solennellement, Duhamel. sur ce plateau, il n'y a aucune partialité de ma part dans la façon de mener les débats. Vous avez eu la parole et je répète que dans une discussion, on ne s'adresse pas à des personnes, a fortiori, pardonnez-moi, aux deux femmes qui sont sur ce plateau, en leur disant calmez-vous, buvez un verre d'eau. C'est inacceptable de la part de quelqu'un qui représente ce soir ses concitoyens et ses concitoyennes. Évidemment, Julien Audoul, c'est pas François Bégodeau, c'est pas Frédéric Lordon, et c'est pas de sa faute. Je veux dire, il peut être sous-équipé. Il n'est pas obligé d'avoir pris toutes les options intellectuelles au moment de sa naissance, simplement. Là, je ne comprends pas qu'il plonge en plus dans une espèce de veulerie, dans une espèce de sexisme outrancier où il s'en prend à chaque fois à des femmes, très courageusement. Il l'avait déjà fait. Il avait traité une opposante politique, je ne sais plus de quel bord exactement, mais qui était blonde. Et il avait dit, moi, je suis pas blonde. Elle avait protesté, très naturellement. Et lui avait dit, en plus, avec un geste de la main, allez, reprenez. Le mec donne des ordres aux femmes, les maltraite sur les plateaux et s'étonne qu'on s'en étonne. Non, mon garçon, si t'es en plus un mufle d'être complètement incompétent et d'avoir comme ça des sorties complètement débiles qui reposent sur aucun fait historique, notamment sur l'histoire des colonies, par exemple. Je veux dire, voilà, arrêtez de l'inviter, quoi, tout simplement. Si vous l'invitez, vous savez très bien ce que ça va donner. La preuve, ici, j'espère, Benjamin Duhamel, que vous en tirerez la leçon. Et là, c'est parti pour un top paradoxal. Oui, alors c'est assez drôle. Ce sont les grandes gueules d'RMC, dont on parle ici assez régulièrement, et ils vont s'exprimer sur les propos racistes de Macron, relevés, ou révélés, je ne sais pas comment on peut le dire, par Le Monde. Ils vont s'en offusquer en disant que Le Monde, en fait, fait ça pour une raison très précise. Je vous laisse écouter quelle raison qu'ils vont fustiger. On est dans une crise politique majeure. Monsieur Rousseau a été réélu député, encore une fois, félicitations. C'est quelqu'un qui a une certaine stature, qui a été directeur du cabinet du Premier ministre. Au moment de la réforme des retraites, d'ailleurs, c'est lui qui a écrit la réforme des retraites avec Madame Borne. C'est pas normal, en pleine crise politique extrêmement grave où la France est fragilisée de partout, d'aller sortir une pseudo-confidence comme ça, c'est vraiment minable. Et parce qu'on est dans la République des buzz. Voilà. Tout simplement. C'est ça. Et qu'il faut des buzz pour exister, et qu'à un moment donné, les politiques s'en servent, mais de temps en temps, ça les dessert aussi. Oui, mais... Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, ils sont en train de fustiger, comme je le disais, le fait de faire du buzz pour exister. Nous sommes sur les grandes gueules, sur RMC, qui ne vivent que de ça. Je trouve ça quasi suicidaire. Mais bon, ils l'ont fait. Camembert, Maroilles, tout ça. Ah, exactement. On continue avec les flops, Mouad.
Absolument. Le premier flop, il n'y a pas d'ordre, je le redis, mais le premier flop va aller au Printemps républicain. Alors c'est assez drôle parce que Caroline Fourest, en fait, c'est chouinasse sur les réseaux sociaux parce que Frédéric Tadei va être nommé, ou est nommé, je ne sais pas exactement le calendrier, je ne connais pas le calendrier précis, mais à la tête de Marianne. Et par qui? Par le milliardaire Kretinsky. Et qu'est-ce que possède Kretinsky? Franc-tireur. Le fameux journal qu'on lâche des mains, vous savez, quand on l'a entre les doigts trop longtemps, pour ne pas se salir les paluches, eh bien, elle va faire semblant, Caroline Fourest et puis les gens du Printemps républicain, de s'offusquer de ça. Mais dans ce cas-là, et je vous laisse regarder l'un des tweets où elle rappelle que Franc-Tireur avait fait ils appellent ça le portrait qui fâche, si mes souvenirs sont bons, qui est complètement dégueulasse, c'est un truc à charge qui vise essentiellement la gauche, et puis des gens des médias. Elle va pointer donc une nouvelle fois Frédéric Tadei en disant on va y revenir tellement son dossier est chargé. Sauf que Kretinsky donc paye, c'est lui qui est propriétaire de Franc-Tireur et qui va être le propriétaire de Réel TV, la fameuse télévision du Printemps républicain, avec, j'imagine, un certain nombre d'informations pas forcément vérifiées et peut-être orientées, qui va arriver sur la TNT. Dans ce cas-là, si on critique à ce point-là, me semble-t-il, on a le courage de dire « je quitte la barque et je n'accepte plus de me goinfrer de l'argent du milliardaire Kretinsky ». Ils ne sont pas allés jusque-là, bien évidemment. Ah ben dis donc, les conférences communes de rédaction dans ce groupe doivent être marrantes. Hein. Et l'arbre de Noël aussi, j'imagine, oui. Alors, tu reviens sur Barbara Lefebvre, des Grandes Gueules, qui est un personnage qui mériterait peut-être d'ailleurs un microscope, mais voilà, elle ose et elle a encore osé. Oui, c'est terrible parce qu'on est sur un sujet dramatique, c'est l'affaire de Mayotte. Et puis notamment, je pense qu'on ne saura peut-être jamais le nombre de victimes. Alors peut-être le nombre de victimes, mais on n'aura pas forcément l'identité de toutes les victimes parce qu'il y a beaucoup de réfugiés qui sont là. Même le nombre, puisque si oui. vous ne passez pas dans les circuits administratifs, si vous ne passez pas à la mort, si vous ne passez pas par les services d'état civil pour déclarer la mort parce que vous êtes un réfugié qui n'a pas, qui n'a pas de papier, ben en fait, on ne saura pas. Oui, Théo, non, je parlais du nombre de corps. On pourra l'avoir si on retrouve tous les corps. Mais simplement, ce que je dis, c'est qu'on n'aura pas l'identité de tout le monde. Et donc, il n'y aura pas de sépulture pour tout le monde avec leur nom et ainsi de suite. Et donc, face à cette horreur, elle va faire preuve une nouvelle fois, mais là, vraiment de manière assez puissante, elle va faire preuve d'une inhumanité totale, puisqu'elle va s'opposer à la minute de silence pour Mayotte, justement, du fait qu'il y ait des réfugiés, des sans-papiers, tout ce que vous voulez, enfin des humains, ça s'appelle à la base quand même. Je vous laisse écouter. La moitié de la population de Mayotte, c'est des clandestins. Et maintenant, on vient nous expliquer, on va faire une minute de silence pour les Mahorais. C'est pas pour les Mahorais, déjà, il y a la moitié, à mon avis, l'essentiel des morts, ça doit être des clandestins comoriens qui, de toute façon, n'ont même pas voulu écouter les alertes quand on leur a dit de s'en aller de leur bidonville. Cette femme est tellement intellectuellement hideuse qu'elle nous ferait quasiment aimer Harriet Olson. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Harriet Olson, c'était l'épicière de Walnut Grove dans la petite maison dans la prairie, en fait, que tout l'Occident a honni pendant des décennies. Elle est terrible. C'est une femme, hideuse intellectuellement. Je le lis très tranquillement parce que je pense qu'elle surjoue pour pouvoir rester dans ce circuit de l'espèce d'émission de blabla permanent, d'outrance, et on y revient justement, de buzz permanent. Elle sait que ça va marcher, que ça va être capturé, que ça va passer sur les réseaux sociaux et qu'elle va voir sa tronche un peu partout, mais vraiment, je ne comprends pas comment on peut être à ce point-là indigne et inhumain. Je ne demande pas à Barbara Lefebvre de revenir à la raison, c'est une enseignante en plus. Je touche du bois sur le fait que je n'ai pas mes enfants ou ma descendance à venir pour l'avoir comme professeur, c'est tout à fait scandaleux. Et d'ailleurs, je me pose la question, parce qu'il y a aussi un fameux Kevin Bossuet qui tient des horreurs pareilles aussi sur les réseaux, qui est professeur dans l'éducation nationale. Je pense que l'Éducnat pourrait peut-être se pencher sur leur profil et voir à quel moment ils travaillent aussi. Ça pose un peu question. On continue, mais avant de continuer, il y a quand même quelque chose que je voudrais ajouter. Finalement, elle est cohérente, Barbara Lefebvre, parce qu'elle montre de manière crue les circuits de pensée, y compris de ceux qui gouvernent. Parce qu'au moment où cette catastrophe climatique touche Mayotte, au moment où des milliers de personnes sont décédées, et parmi ces personnes décédées,
décider une majorité de personnes qui n'ont pas de papier. Le gouvernement, les ministres intérimaires de l'Intérieur, un certain nombre de personnes bien placées n'arrêtent pas d'en faire des tonnes sur l'immigration illégale. C'est-à-dire que les personnes vers qui doivent aller leur solidarité, leur empathie, ce sont elles qu'elles dénoncent comme les coupables de leur propre mort. Et donc, ce circuit complexe, finalement, Barbara Lefebvre, elle le transforme en circuit faible. Elle affirme ce qu'ils n'osent pas dire clairement, c'est qu'ils n'en ont rien, mais alors rien à cirer des morts de Mayotte qui ne sont pas français. Si elle l'avait formulé ainsi, pourquoi pas? C'est pas le cas du tout. C'est-à-dire qu'elle l'a formulé comme j'en ai rien à foutre de ces sans-papiers, de ces clandestins et ainsi de suite, et que donc moi je ne ferai pas 2 minutes de silence parce que c'est pas pour des Français, c'est pas pour des gens de Mayotte, c'est pour des Comoriens, c'est pour des clandestins et ainsi de suite, et donc c'est intenable comme position. C'est pas, on peut pas. J'ai vu là, je regardais un match de foot, c'était quand dimanche, je crois, Saint-Étienne contre Marseille où ils ont fait 1 minute de silence. Bon, on a perdu 4-0, mais ça c'est autre chose. Il y a la faute de l'arbitre, j'imagine. Bah, évidemment, parce que sa belle-sœur est lyonnaise et que voilà, par vengeance, il l'a fait. Mais ça c'est évident. Mais c'est un complot. C'est forcément un complot. Si Saint-Étienne perd. Mourad, je voudrais que cette émission se termine, donc on va dire que c'est un complot. Continuons. Absolument. Il y a eu 1 minute de silence. Je veux dire, il y avait un silence vraiment royal, hyper respecté, parce que les gens avaient besoin d'apporter, de témoigner de leur solidarité avec les gens de Mayotte. Et puis, mais avec les humains, je le redis, qui sont décédés, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur provenance. Et je trouve absolument dégueulasse les propos de Barbara Lefebvre, je le redis. Et tu as un flop d'or cette fois-ci. Ouais. Alors, c'est une affaire... y a eu flop de Noël, on va dire. Absolument. Il y a eu 2 affaires importantes. La deuxième, on va y arriver juste après, au moment du microscope. Et puis la première affaire, c'était l'affaire de Sarkozy, de sa condamnation. Il y a eu... Alors, je vais vous épargner, évidemment. Je ne vais pas vous mettre 50 vidéos, parce qu'il y a eu une espèce d'empathie extraordinaire de la part du microcosme, d'une espèce d'empathie de classe, pour le coup, de tout ce petit monde qui estime que quand on fait partie des puissants, des riches, qu'on a été président, on ne doit pas être condamné, mais au nom de quoi? Et Isabelle Saporta s'est illustrée de manière absolument extraordinaire dans la défense de Sarkozy. Alors, mais comme à chaque fois, elle va donner l'impression qu'elle est transparente. Genre, je connais bien Sarkozy, j'ai édité ses bouquins, c'est un ami et compagnie, pour ensuite développer une idée complètement saugrenue du respect de l'égalité, liberté, égalité, fraternité, du respect de l'égalité en droit. Je vous laisse écouter. Alors moi, d'abord, je vais dire aux téléspectateurs d'où je parle, parce que moi, j'ai été l'éditrice de Nicolas Sarkozy, donc il se trouve que je ne serai pas forcément la plus neutre possible sur cette question-là. Il se trouve que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié et une vraie loyauté. Donc voilà. Moi, je suis assez perplexe, pour pas dire choquée en fait, qu'un ancien président de la République qui a dédié toute sa vie à la politique et à la France porte un bracelet électronique et soit condamné comme ça. Voilà, à titre personnel, je trouve que ça ne rehausse pas l'idée qu'on a de la France, je vois pas vraiment l'intérêt, à part peut-être l'humilier, et si c'est le cas, effectivement, c'est assez réussi, mais je vois pas l'intérêt, en fait. Et c'est parti pour le microscope, et je voudrais évoquer l'attentat qui a eu lieu en Allemagne, et en particulier le traitement médiatique qu'il a occasionné en France. Oui, absolument. Donc c'est le fameux marché de Noël de Magdebourg. Je voudrais, en préambule, vraiment rendre hommage aux victimes, à toutes les victimes, c'est-à-dire aux personnes qui sont décédées, aux personnes qui sont encore dans la souffrance, et évidemment à leurs proches, parce qu'ils ont souffert à la fois de l'attentat terroriste, mais aussi, chez nous, en tout cas en France, d'un traitement politique et médiatique absolument dégueulasse. C'est-à-dire que personne n'a eu de mots réellement pour eux, notamment à droite et dans les médias dont je vais vous parler, à savoir qu'ils en ont rien à foutre, mais vraiment rien à foutre. C'est un prétexte pour aller taper, évidemment, sur l'islamisme, ça c'est plutôt normal, mais sur l'islam, le Coran et les musulmans. Et on va le voir. Alors, donc, on a appris assez rapidement que l'attaquant, le terroriste, on l'appelle comme on veut, à la limite, ça, je m'en fous un peu, sauf qu'il y aura une nuance que je vais vous apporter après. Mais le terroriste, on apprend que finalement, alors ouais, c'est un arabe,
C'est même un Saoudien d'origine, sauf qu'il est médecin. Bon, c'est pas un paumé, c'est pas un gadjo. Psychiatre. Oui, c'est pas un gadjo paumé dans la nature. Il a un statut en plus de réfugié et on apprend par les réseaux sociaux, les siens d'ailleurs, ses comptes à lui, qu'il est en fait anti-musulman, il est quasiment arabophobe et il est proche de l'extrême droite allemande. Et là, en France, on a beaucoup de spécimens comme ça, mais ils vont pas jusqu'au meurtre, bien entendu. Non, bien sûr que non. Mais bon, on en connaît. Mais tout de suite, on va tomber sur un logiciel qui va dérailler, qui va bugger, et il va y avoir un déni qui est montré, par exemple, puisque nous sommes ici dans un débat de critique média, enfin une discussion de critique média. Je le précise parce qu'il y a eu effectivement le Rassemblement national, tous les classiques du Rassemblement national ont condamné un acte de terroriste islamiste sans avoir la moindre base, sans avoir quoi que ce soit. Ça a fait flancher BFM qui s'est même posé la question de savoir mais à quoi joue le RN de commenter quelque chose dont ils n'ont pas le commencement du début d'une preuve. Et il y a Alexandre Devecchio, dont on a déjà parlé ici, dans les flops, évidemment, du Figaro, qui va, attention, c'est un exercice, comme on dit, à ne pas reproduire chez vous, il va comparer et taxer, il va taxer la rigueur journalistique qui a amené à dire que ce n'était pas un islamiste à ceci. Je vous laisse écouter. Puis c'est un réfugié saoudien. Le mode opératoire rappelle des choses qu'on a vécues en France, notamment à Nice. Donc je crois qu'il y a peu de doute. Et c'est vrai que j'ai toujours du mal avec ces pudeurs de gazelle à désigner en réalité l'ennemi. Je crois que ça rappelle que le terrorisme islamiste demeure une réalité en Europe. Il y a plusieurs menaces. Il y a des menaces qui viennent de l'extérieur et sans doute avec la situation en Syrie, ça ne va pas s'arranger. Puis il y a des menaces intérieures liées à l'absence de maîtrise de nos frontières, au fait qu'on accueille des gens parfois par générosité, mais sans vérifier d'où ils viennent, quels sont leurs pédigrés. Donc cette rigueur journalistique, ce serait des pudeurs de Yazel. C'est complètement incroyable. C'est-à-dire qu'ils reprochent à des journalistes qui font leur travail, eux, d'avoir des pudeurs de Yazel. C'est absolument faux. C'est-à-dire qu'ils tordent la réalité pour arriver à ses fins. Et on continue toujours dans le même registre sur la qualification même de cet acte avec France Info. Oui, alors justement, c'est ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire que quelle qualification donner? Et là, c'est assez étonnant. Alors je pense que, très honnêtement, je dis souvent que France Info est souvent en vrille. Là, je pense que c'est une maladresse. France Info, j'espère que c'est une maladresse. France Info va dénier la qualification d'attentat terroriste. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un islamiste. Et là, ça pose un problème parce que, du coup, quand c'est de l'extrême droite arabophobe ou islamophobe, c'est un dégénéré qui n'a pas toutes les capacités de réaction et de constat. Et quand c'est un islamiste, là, par contre, c'est forcément terroriste. Je vous laisse écouter cet extrait. Troubles psychologiques ou autres motivations, le profil du suspect prête à confusion. Et pour cause, selon le quotidien Die Welt en 2019, un média allemand consacrait cet article à l'homme présenté comme un opposant au régime saoudien. Sur ses réseaux sociaux, il avait pour habitude de produire des publications anti-islam. Pour ces raisons, en l'état actuel, si les autorités parlent d'attentat, impossible de le catégoriser comme terroriste pour le moment. Alors, dans cette espèce de marigot absolument extraordinaire, la quintessence va être atteinte avec deux personnalités que je cite régulièrement ici, en l'occurrence Rachel Kahn et Florence Bergeau-Blaclair. Donc on va commencer par Rachel Kahn. C'est un résumé de la réaction de certains médias, notamment d'extrême droite, auxquels elle participe de manière militante. Elle va être complètement pétrifiée par ce qui s'est passé, mais non pas à cause des victimes. Les victimes, ils s'en foutent complètement. C'est pas ça. C'est que c'est un attentat terroriste, mais par quelqu'un qui est islamophobe comme elle et comme eux. Et là, il perd de pied, littéralement. Je vous laisse écouter, puis on en reparle juste après. Quelle que soit son intention, pour moi, c'est un terroriste. L'enquête va définir après quelles sont ses motivations, quelle est son idéologie, quelle a été son idéologie à cet instant T. Mais il s'avère que la cible, c'est Noël, et que le mode opératoire, c'est une voiture bélier. Donc c'est un terroriste et c'est un attentat sur une population qui est en train de fêter Noël avec ses lumières, avec cette tradition. Alors évidemment,
dans ma chair, ça me fait penser à ces voitures béliers. Je pense évidemment à Israël qui, depuis début 2023, il y a eu une dizaine de voitures béliers qui ont attaqué au sein de la population israélienne. Ce mode opératoire est d'une lâcheté sans nom. Et alors, on se demande à quel moment l'Europe va réagir et à quel moment la communauté internationale va réagir sur les faits de terrorisme. Et là, c'est un exemple, Rachel Kahn. Il y en a plein d'autres à différentes échelles. On a l'impression d'un mariage. Vous voyez, il y a un mariage, on prépare tout. On publie les bancs, on prépare les invitations, les faire-part, qu'on envoie, 250 personnes répondent positivement, il y a le traiteur, il y a le DJ, la salle, enfin tout est prêt pour le mariage. Et puis, d'ailleurs, ce qui m'est arrivé de voir une fois, d'entendre une fois, dans une autre vie, et puis le conjoint ou la conjointe, devant le maire, voulez-vous prendre pour épouse ou voulez-vous prendre pour épouse, va dire non. Et là, ça bug. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. On est terrorisé. Et c'est exactement ce qui leur arrive. Ils avaient tout prévu. Tout prévu. Les éléments de langage, islamisme, wokisme, LFI. Alors, je crois que c'est Jean Messia qui a accusé, je sais pas quoi, Mélenchon, la France Insoumise. Ils avaient tout prévu. Il y avait le packaging, vous savez, l'espèce de pack. Tout était prêt. Les éléments de langage étaient là. Et manque de cul, c'est pas un islamiste. Et donc, ils se retrouvent complètement paumés. Et j'ai presque de la peine pour eux. Très franchement, Rachel Kahn, j'ai de la peine pour elle. Et alors, idem pour Florence Bergeau-Blaclair, donc du CNRS, Centre national de la recherche scientifique, c'est-à-dire l'un des joyaux de la recherche de notre pays, la France. Il n'y a pas le F dans CNRS, mais ça représente la recherche française. Et je ne comprends pas que le CNRS n'agisse pas face à ces positions totalement foireuses, à savoir que, alors on va voir une capture d'écran, elle va expliquer. Comprenez bien mon propos. Les corps sont encore chauds. Les gens sont à l'hôpital. Et elle va dégainer, sans aucune connaissance du dossier, le fait que c'est un acte de guerre, un acte islamiste, forcément, puisque le gars est d'origine saoudienne, alors qu'elle n'en sait absolument rien. Et elle va s'enferrer, à partir du moment où on va comprendre que ce n'est pas le cas. Et là, toujours avec son étiquette CNRS, Centre national de recherche scientifique, elle va avancer une thèse psychanalytique qu'on va voir à l'écran, où le gars serait une espèce d'islamiste refoulé. Elle n'a aucune preuve de ça. Elle raconte n'importe quoi. Elle tord complètement la réalité pour arriver à ses fins, à savoir à son fonds de commerce qu'il y a des frères musulmans partout, ce qui lui permet de participer notamment à des colloques un peu partout avec l'extrême droite, avec les pires fachos allemands, sur le fait que l'arabe serait le danger pour la France et surtout pour l'Europe. D'ailleurs, je précise qu'elle a été dénoncée par le Conseil français du culte musulman et qu'elle est, par un communiqué, et qu'elle est poursuivie en justice par Nedjib Sidi Moussa, qui a été reçu par le média, qui avait été violemment harcelé sur les réseaux sociaux suite à son intervention concernant l'affaire Boualem Salam, absolument. Sansal, pardon. Et donc, elle est poursuivie en justice officiellement. Et donc, je ne comprends pas qu'à ce point-là, le CNRS accepte de voir son image complètement pourrie et détruite. Alors, sur CNews, il y a quelques quiproquos ou disons quelques vérités qui s'échappent comme ça. Alors, c'est excessivement drôle. En fait, j'ai été alerté par un internaute qui m'a expliqué que CNews, normalement, aurait dû faire H24 une édition spéciale de ouf si ça avait été un islamiste. Effectivement, ça n'a pas été le cas, donc je suis allé regarder. Et j'ai vu l'une des émissions de Laurence Ferrari qui, en fait, recevait son invité qui part en vrille aussi, le fameux philosophe Onfray. Et ils vont titré de manière, on va dire, assez factuelle sur le fait qu'il y a tant de morts, qu'il y a telle déclaration et ainsi de suite, mais ils ne vont pas rentrer dans le truc l'islam tue et ainsi de suite. Et ce qui est assez drôle, alors vous allez regarder, et c'est ces bandeaux qui vont donner la vérité, puisque en fait, ils reproduisent les propos des autorités allemandes. C'est la principale information du week-end. Ils ne pouvaient pas passer à côté. Ils ne pouvaient pas taire ce qu'ont dit les autorités allemandes. Et qu'est-ce qu'ils disent, les autorités allemandes ? Ils disent qu'ils condamnent évidemment ceux qui sèment la haine. Ah bon ? Ça ne fait pas penser à CNews, ça ? Il rappelle que, évidemment, le meurtrier présumé est islamophobe.
Ça vous rappelle pas aussi cette même chaîne? Et donc, voilà, je trouve ça assez amusant qu'ils soient obligés de se critiquer eux-mêmes à travers les déclarations des autorités allemandes sur un dossier qu'ils ont évidemment complètement mal géré puisqu'ils pataugent de manière récurrente. Alors, il n'y a pas que ça. Ils ne pouvaient pas en rester là à tous. Il y a Charles Prats, donc un magistrat d'extrême droite, qui lui, alors qui a été sanctionné et qui a été muté à Orléans pour la petite histoire. Je parle de la ville, la ville près de laquelle j'habite. Je trouve ça extraordinaire quand on sanctionne, qu'on mute. Ah bah j'espère ne pas avoir affaire à lui, effectivement. Mais enfin, c'est un ancien magistrat maintenant, donc je pense qu'il a juste à faire des bouquins sur les salauds de pauvres qui trichent avec les aides sociales. Et il passera de nouveau, évidemment, sur CNews. Donc, ce magistrat d'extrême droite relaye à dessein, je dis bien à dessein, je le redis, je le dis souvent, mais je préfère être précis là-dessus. Ce n'est pas une erreur, c'est à dessein qui va relayer une fake news, à savoir que le tueur aurait dit Allah Akbar, donc sans l'accent, je fais exprès. Parce qu'en fait, Dieu est grand. Dieu est le plus grand. Sauf qu'il parlait en allemand. Alors peut-être qu'il n'a aucune maîtrise de l'allemand, Charles Prats, mais il parlait en allemand, il répondait aux policiers. Alors je vous laisse regarder la capture d'écran. Il répondait aux policiers en fait qu'il cédait à leurs injonctions de se calmer, de se poser et de se laisser arrêter. En gros, c'est à l'esclar, tout est clair. C'est ça, bien sûr. J'ai compris en fait. Oui, c'est compris. J'ai compris ce que vous m'avez dit. Ok, je me laisse arrêter. Et donc c'est complètement parce qu'ils peuvent pas. Mais c'est la même logique que Bergeau, Blackler et les autres. Ils ne peuvent pas admettre qu'ils se sont plantés littéralement et que ça ne correspond pas à leur réalité alternative, comme dirait Donald. Et dans cette affaire, il y a un miracle de Noël. Ouais, finalement. Alors, on ne peut pas m'accuser de défendre Mohamed Sifawi, mais même lui, en fait, va avoir finalement le mot juste, tellement c'est outrancier, tellement c'est extraordinaire. C'est lui qui va avoir le mot juste sur cette affaire en excluant le fait que ce soit une espèce de taupe dormante, je ne sais pas comment on va appeler ça, qui soit en fait réellement un islamiste, mais qui se fasse passer pour un islamophobe. La fameuse taqiya dont on connaît la signification, je vous laisse aller rechercher. C'est le titre d'ailleurs d'un de ses bouquins, d'un de ses récents bouquins. Écoutez Sifawi. La taqiya, c'est autre chose. C'est un islamiste qui fait croire qu'il ne l'est pas, sans pour autant, parce que les règles de la taqiya ne vont pas jusqu'à recommander qu'il y ait un tel niveau de dissimulation. Ça, c'est un niveau des services secrets. C'est pas un niveau de dissimulation d'un islamiste qui attendrait 20 ans en faisant la taqiya pour au final aller tuer 40 ou enfin aller essayer de tuer 50, 60, 70 personnes. Provisoire, non mais lui cherchait à tuer. On a vu les images de surveillance. Lui cherchait à tuer. Donc non, ce n'est pas la taqiya. Et je tiens à le dire. La taqiya, c'est autre chose. Ce sont d'autres profils. Ça existe, mais ce sont d'autres profils. Ce type, moi, je ne veux pas préjuger et tirer des plans sur la comète. On n'est pas là pour ça. Ce profil, je pense qu'il l'enquête nous apportera des éléments suffisants, si tant est qu'il coopère avec la justice. Donc, un grand alléluia pour Sifawi. Un quasi alléluia, et puis je lui souhaite un joyeux Noël. Et c'est parti pour les coups de cœur. Alors ce coup de cœur va être double, mais il va tenir sur un seul sujet. Tu as des doubles préambules, des doubles coups de cœur, tu auras des jumeaux. Hein. Mais c'est parce qu'à l'école j'ai redoublé, donc voilà, je me suis jamais remis de cette période de 6e au collège Voltaire à Asnières. Alors on va voir un extrait d'une vidéo. Alors il s'appelle Brahim Ben Ali. Il a créé. C'est un ami du média. C'est un ami du média, absolument. Il a créé, c'est quelqu'un qui est opposé au système Uber. Et il a créé une sorte, alors je veux dire de scope, mais en fait c'est une coopérative, on va l'appeler comme ça, c'est un statut un peu particulier, je pense qu'on en reparlera. Le média est une SCIC, c'est une coopérative d'un autre type, mais bon, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais c'est ça, c'est exactement ce format-là, mais comme tout le monde on connaît moins, moins que les scopes et les COP, voilà. Je préfère dire coopérative. On est camarades, oui. Et donc voilà, absolument. Et il a créé donc Maz, .cab, c'est si vous voulez aller voir son site, et donc là, actuellement, il a donc des sociétaires, des chauffeurs, il traite correctement les salariés, justement. C'est l'intérêt des scopes, justement. Tout le monde est partie prenante de la boîte. Et là, il travaille pour les entreprises et les collectivités. Il souhaite se développer pour justement aller vers le plus grand nombre, et notamment les particuliers. Donc, il lance évidemment un appel à participation, alors, c'est pas des dons, c'est vraiment de la participation.
Et je pense qu'on en reparlera. Mais je vous invite à aller voir... En fait, c'est une levée de titres participatifs. Absolument, c'est le terme exact. Mais je ne veux pas noyer les gens sur des termes techniques. Mais tu as raison. Tu as entièrement raison. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir. On va le mettre sur le site du média, bien évidemment. Mais je vous laisse voir cet extrait de vidéo qui présente le projet. Et ce projet fait écho justement à un livre qui s'appelle Face à Uber. Alors je force un peu sur l'accent parce que sinon Face à Uber c'est complètement débile. On a l'impression d'être dans un bistrot face à un mec un peu un pilier de comptoir qui s'appelle Uber. Donc face à Hubert Védrine. Ou à Ah ouais, c'est pas con ça. Ouais. Mais bon, on se retrouve jamais face à Hubert Védrine. Donc face à Uber, et donc c'est de Daniel Simonet qui a été, alors qui avait demandé une commission d'enquête sur les Uber Files, donc les fameux dossiers qui ont démontré avec plusieurs centaines de journalistes à travers le monde qui ont démontré la toxicité, et les fonctionnements de Uber pour s'imposer, notamment dans les pays occidentaux. Et donc elle a obtenu une commission d'enquête, elle a été rapporteuse, et donc elle dénonce dans ce livre ce qu'elle appelle un scandale d'État, et elle dénonce le lobbying qui a permis à Uber d'avoir tous les avantages d'implantation depuis que Macron est au pouvoir. Donc c'est complètement détaillé, c'est complètement argumenté. On en ressort vraiment en comprenant notamment qu'il y a eu un deal entre Uber et Macron, c'est avéré selon elle, hein, il y a des éléments là-dessus. Et surtout, et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans son livre, c'est qu'elle définit la stratégie d'Uber comme un cheval de Troie du libéralisme, à savoir que si ça marche pour Uber, ça marchera pour toutes les autres boîtes et tous les autres modèles, et je trouve ça extrêmement dangereux. Donc je vous le conseille. Oui, c'est mon coup de cœur, avec une préface de Leïla Chaibi. Donc c'est la députée européenne Leïla Chaibi. Absolument. Face à Uber de Daniel Simonet, enquête sur un scandale d'État, et c'est chez Fayard. Une toute dernière chose. Dernier achat avant c'est même pas des achats. C'est même pas des achats. Je voulais remercier. Non, on le conseille comme dernier achat avant absolument, le réveillon. Mais même après. Je voulais remercier Lucien Arlot qui nous a envoyé à quasiment, je crois, à tous les membres du média, y compris les pigistes comme moi, qui nous a envoyé, alors on va le voir je pense à l'écran, cette petite carte postale faite avec vraiment une plume absolument extraordinaire. C'est de la calligraphie que j'apprécie beaucoup, puis j'apprécie évidemment le geste. Donc il s'appelle Lucien Arlot, dessinateur régional, il est en Gironde, du côté d'Ostens, H-O-S-T-E-N-S. Je le remercie infiniment. Et enfin, parce que je n'ai jamais réussi à m'en rappeler, il faut quand même que j'y pense. Voilà, je voudrais saluer et vous recommander La Pastèque. Alors, soit vous la trouvez, notamment on la trouve dans la librairie à la Marge. À Montreuil, pas loin de chez nous. Absolument, pas loin de chez nous. Mais sinon, vous pouvez le demander à votre libraire, hein, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est publié pour une Palestine libre. Ça s'appelle La Pastèque, c'est gratuit. Et je vous conseille vivement de vous le procurer, mais je pense que sur Internet, on peut aussi se le procurer en PDF. Et c'est parti maintenant pour les remerciements. Je te jure, il y en a très peu, mais vraiment très peu. Il y a Big lol, méga lol. Non, c'est vrai. Je voudrais saluer, remercier l'Orchestre Symphonique d'Orléans pour son accueil, et notamment Christophe, qui est hautboyiste, mais pas que, et qui est vraiment un touche-à-tout, qui nous regarde très régulièrement. C'est lui qui m'a invité, je tiens à le dire. Salut Christophe, de Tours, qui est vraiment un garçon génial que j'espère retrouver rapidement. Il y a également Sam, S-A-M, Sam, SA2M06 sur les réseaux sociaux, qui nous suit également et que je remercie. Il y a également Béatrice Ondin-Lamy, alors c'est une ancienne élue d'Orléans, qui a créé le Cercle d'études et de recherche des humanités et des cultures africaines, dont j'espère, nous reparlerons avec cette fameuse Afrique qui n'est pas rentrée dans l'histoire, comme dirait un petit Nicolas.
Merci Mourad et merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet, sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov. C'est le dernier épisode de l'année. On rappelle justement que le Média, votre Média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment et qu'en ce moment c'est la campagne de fin d'année, la campagne des campagnes. Alors allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force. Et puis faites un petit mot pour Moumou si vous le pouvez. Quand vous nous faites un don, Moumou va apprécier et nous aussi rester connectés aux médias. Et comme naturellement c'est la dernière chronique, comme tu l'as dit au départ de l'année, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, à vous toutes et à vous tous, et puis vous souhaiter évidemment de très très joyeuses fêtes de fin d'année, j'espère entourées des proches et de vos amis.